Une petite fille s'approche d'un agent de police et lui dit « S'il vous plaît, arrêtez mon papa ». La vérité a bouleversé tout le monde aux larmes. Avant de plonger dans cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Bonne lecture. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses du Miller S dîner sur la route 23, projetant de longues ombres sur le sol en linoléum usé. L'agent Eric Ramos remua son café distraitement, regardant la vapeur s'élever en spirale paresseuse. À 29 ans, Eric avait vu son lot de situations inhabituelles dans une petite ville de l'Ohio, mais rien ne l'avait préparé à ce qui était sur le point de se produire. La clochette au-dessus de la porte tinta doucement, et Eric leva les yeux, s'attendant à voir un autre camionneur ou un navetteur matinal. Au lieu de cela, une petite silhouette attira son attention. Une petite fille, peut-être 6 ans, avec des cheveux châtains clairs qui semblaient avoir été soigneusement brossés mais étaient maintenant légèrement ébouriffés. Elle portait une robe jaune pâle qui semblait une taille trop grande, et ses petites mains serraient un lapin en peluche usé. Ce qui frappa immédiatement Eric fut à quel point elle paraissait seule. Aucun parent ne se précipita derrière elle. Aucun adulte n'appela d'une voiture à l'extérieur. Elle se tenait juste à l'intérieur de l'entrée, ses grands yeux noisettes scannant le restaurant avec un étrange mélange de détermination et de peur. « Ma chérie, où sont tes parents ?» appela Maggie, la serveuse de longue date, sa voix portant la chaleur d'une grand-mère qui avait élevé 5 enfants. La petite fille ne répondit pas à Maggie. Au lieu de cela, elle marcha directement vers la banquette d'Eric, à petits pas mesurés. Ses mouvements étaient d'une prudence anormale, comme si elle s'était entraînée à marcher sans faire le moindre bruit. Lorsqu'elle atteignit sa table, elle s'arrêta et leva les yeux vers lui avec ses yeux sérieux qui semblaient bien trop vieux pour son visage. Eric posa sa tasse de café et se pencha légèrement en avant. « Bonjour, petite. Je suis l'agent Eric. Comment t'appelles-tu » Lily, murmura-t-elle si doucement qu'il dut se forcer pour l'entendre. Lily Anderson. C'est un joli nom. Et Lily, es-tu ici avec quelqu'un ? Elle secoua lentement la tête, ne rompant jamais le contact visuel. Puis, d'une voix à peine plus qu'un murmure, mais limpide, elle prononça les mots qui résonneraient dans l'esprit d'Eric pendant des mois. « Pouvez-vous s'il vous plaît arrêter mon papa ?» Le restaurant sembla se figer. Maggie laissa tomber sa cafetière qui retentit contre le comptoir. Les 2 autres clients, un vieux fermier et un voyageur de commerce, se tournèrent pour regarder. Même le grésillement du grill de la cuisine sembla s'apaiser. Eric sentit son cœur manquer un battement. Malgré toute sa formation, à travers tous les appels pour des violences domestiques et des disputes familiales, il n'avait jamais entendu un enfant faire une demande aussi directe et dévastatrice. La façon dont elle le dit, non pas avec colère ou hystérie, mais avec le désespoir tranquille de quelqu'un à court d'options, lui donna des frissons. « Lily, dit-il doucement, sa formation de policier reprenant le dessus. C'est une chose très sérieuse à dire. Peux-tu me dire pourquoi tu veux que je fasse ça ? » Elle baissa les yeux vers son lapin en peluche, ses petits doigts triturant le tissu usé de ses oreilles. Quand elle releva les yeux, des larmes menaçaient de déborder. « Parce que, murmura-t-elle, je ne sais pas quoi faire d'autre. » La simple honnêteté de ces mots frappa Eric comme un coup. Ce n'était pas un enfant qui faisait une crise de colère ou essayait d'attirer l'attention. C'était quelqu'un qui demandait de l'aide de la seule façon qu'elle connaissait. Eric jeta un coup d'œil autour du restaurant. Chaque visage d'adulte reflétait la même inquiétude stupéfaite. Maggie avait fait le tour du comptoir et s'approchait lentement, ses instincts maternels clairement activés. Les autres clients regardaient avec cette fascination horrifiée qui survient lorsqu'on est témoin de quelque chose qui ne devrait pas arriver. « Lily, » dit Eric, sortant de sa banquette et s'agenouillant à sa hauteur. « Je vais t'aider, d'accord ? Mais d'abord, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Es-tu blessé ? As-tu peur ? » Elle hocha lentement la tête à la deuxième question, serrant son lapin plus fort. « Où est ton papa en ce moment ? » À la maison, dit-elle. Il me cherche probablement. Je ne suis pas censé quitter la maison sans permission. Je vais avoir de gros ennuis. Sa voix commença à trembler, mais je devais venir. Je devais demander de l'aide à quelqu'un. Eric sentit un nœud se former dans son estomac. Chaque instinct qu'il avait développé en tant qu'officier et qu'être humain lui criait que quelque chose n'allait pas du tout. Mais il savait aussi qu'il devait être prudent. Les enfants pouvaient parfois mal comprendre les situations,
et tirer des conclusions hâtives pouvait détruire une famille innocente. Lily, je vais appeler quelqu'un qui aide les enfants, d'accord? Elle s'appelle Emily, et elle est très gentille. En attendant qu'elle arrive, voudrais-tu un chocolat chaud? Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le restaurant, l'expression de Lily s'adoucit légèrement. Elle hocha la tête. Alors que Maggie se dépêchait de préparer la boisson, Eric sortit son téléphone. Ses mains étaient plus stables que son cœur lorsqu'il composa le numéro d'Emily Foster. Quand elle répondit, il garda la voix basse. « Emily, j'ai besoin de toi au Miller S dîner sur la route 23, tout de suite. J'ai une petite fille de 6 ans ici qui vient de me demander d'arrêter son père. » Le silence à l'autre bout dura exactement 3 battements de cœur avant que la voix professionnelle d'Emily ne se fasse entendre. « J'arrive. Ne la laissez pas partir, Eric. Quelque chose me dit que ce n'est pas un malentendu. » Alors qu'Eric raccrochait, il regarda Lily, qui était maintenant assise sur sa banquette, ses petites mains serrant une tasse de chocolat chaud qui semblait énorme dans sa prise. Elle regardait par la fenêtre avec ses yeux sérieux. Et Eric eut le sentiment troublant qu'elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Quel genre de situation pouvait pousser une fillette de 6 ans à entrer dans un restaurant et à demander à un agent de police d'arrêter son propre père? Et plus important encore, que se passerait-il quand ce père viendrait la chercher? Emily Foster arriva au Miller S dîner en moins de 15 minutes, le cœur battant la chamade. À 33 ans, elle avait géré d'innombrables cas difficiles, mais quelque chose dans la voix d'Eric avait déclenché tous les instincts protecteurs qu'elle possédait. Elle trouva Lily assise tranquillement dans la banquette, remuant méthodiquement son chocolat chaud avec une cuillère qui semblait trop grande pour ses petites mains. La posture de l'enfant était anormalement parfaite, dos droit, pieds joints, mains bougeant avec une précision minutieuse. « Salut, Lily, » dit Emily, glissant sur la banquette en face d'elle. « Je suis Emily. L'agent Eric m'a dit que tu avais besoin de quelqu'un à qui parler. » Lily leva les yeux avec ses yeux noisettes sérieux. « Allez-vous arrêter mon papa? » La franchise de la question prit Emily au dépourvu. « Eh bien, cela dépend de ce qui se passe à la maison. Peux-tu me parler de ta famille? » Lily serra plus fort la cuillère. « Il n'y a plus que moi et papa maintenant. Maman est allée au ciel il y a longtemps, quand j'étais petite. » « Je suis désolée pour ta maman, » dit Emily doucement. « Cela a dû être très difficile. Papa dit que je ne peux plus être triste à ce sujet parce que ça me rend faible, » murmura Lily. Il dit que je dois être forte comme il a appris à l'être. Emily et Eric échangèrent des regards. Les mots de l'enfant étaient prudents, répétés, comme si on lui avait appris exactement comment parler de la mort de sa mère. Lily, quand tu as demandé à l'agent Eric d'arrêter ton papa, qu'as-tu voulu dire? Pendant un long moment, Lily se contenta de remuer son chocolat. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine audible. Papa a des règles très strictes. Quand je les enfreins, je dois apprendre à faire mieux. Mais parfois, elle s'arrêta comme si elle se souvenait qu'elle n'était pas censée en dire plus. Parfois quoi, ma chérie? Parfois, j'ai très peur, termina Lily doucement. Et hier, j'ai pensé que peut-être si papa partait un petit moment, je n'aurais plus peur. Emily sentit sa poitrine se serrer. L'enfant ne demandait pas de l'aide par colère. Elle la demandait par pure peur et épuisement. Lily, es-tu blessée? Ton papa te fait-il du mal? Papa ne frappe pas, dit Lily rapidement. Il dit que frapper, c'est ce que font les mauvais parents. Papa est un bon parent. Il m'enseigne juste différemment. La distinction glaça Emily jusqu'aux os. Quoi qu'il se passe dans cette maison, cet enfant avait été soigneusement entraîné à le défendre. Quel genre d'enseignement? Demanda Eric doucement. Avant que Lily ne puisse répondre, la clochette du restaurant retentit à nouveau. Un homme grand, aux cheveux foncés et aux yeux inquiets, fit irruption par la porte, scannant frénétiquement le restaurant jusqu'à ce que son regard se pose sur leur banquette. Lily, appela-t-il, un soulagement inondant sa voix. Dieu merci, te voilà. Le changement chez Lily fut immédiat et surprenant. Son petit corps se raidit, et elle se recroquevilla contre le coussin de la banquette. L'homme, clairement son père, s'approcha de leur table avec ce qui semblait être une véritable inquiétude parentale. « Je suis Jake Anderson, » dit-il, tendant la main à Eric. « C'est ma fille. Je l'ai cherchée partout. »
Il se tourna vers Lily avec ce qui ressemblait à une exaspération affectueuse. « Ma chérie, tu as fait mourir papa de peur. Pourquoi t'es-tu enfuie comme ça ?» Mais Émilie observait le visage de Lily. L'enfant semblait terrifié mais résigné, comme quelqu'un qui avait été surpris en train de faire quelque chose qui aurait des conséquences. Et à ce moment-là, Émilie réalisa que quoi qu'il se passe dans le foyer Anderson, il ne voyait que le tout début d'une histoire bien plus sombre. Jake Anderson semblait être un parent comme les autres. Il était soigné, bien habillé, et parlait avec une sorte d'autorité calme qui suggérait le contrôle et la stabilité. Pour quiconque l'observait, il semblait être exactement ce qu'un bon père devrait être. « Je suis tellement désolé pour cela, » dit Jake, sa main reposant de manière protectrice sur l'épaule de Lily. Émilie remarqua comment le corps de l'enfant se tendait sous son contact. Lily a eu quelques problèmes d'adaptation depuis que nous avons déménagé ici. Parfois, elle se méprend et invente des histoires. « Des histoires ?» demanda Eric avec prudence. « Les enfants gèrent le deuil différemment, » expliqua Jake, sa voix prenant un ton presque clinique. Depuis la mort de sa mère, Lily crée parfois des scénarios où elle a besoin d'être secourue. C'est une réaction traumatique courante. L'explication semblait raisonnable, même instruite. Jake parlait comme quelqu'un qui avait fait des recherches en psychologie de l'enfant, qui comprenait les besoins de sa fille. « Quel genre d'histoire raconte-t-elle » demanda Émilie. Le sourire de Jake était patient, compréhensif. Elle imagine parfois que je suis trop stricte ou qu'elle a besoin d'être protégée de moi. Sa thérapeute dit que c'est parce que je suis le seul parent restant, donc je représente à la fois la sécurité et la perte dans son esprit. Émilie regarda Lily, qui restait silencieuse et immobile, les yeux fixés sur la table. « Lily, » dit Jake doucement. « Dis-leur ce dont nous avons parlé hier, sur la différence entre les vrais problèmes et les pensées inquiètes. » Les vrais problèmes, c'est quand quelqu'un est réellement blessé, récita Lily doucement. Les pensées inquiètes, c'est quand mon cerveau invente des choses effrayantes qui ne se produisent pas vraiment. Les mots sonnaient comme des répétitions, des entraînements. Jake hocha la tête avec approbation. Vous voyez, nous avons travaillé très dur pour l'aider à distinguer la réalité de l'anxiété. Il regarda Eric et Émilie avec ce qui semblait être une gratitude sincère. Merci beaucoup de l'avoir gardée en sécurité. J'étais terrifié de ne pas la trouver. Comment saviez-vous où chercher ici ? Demanda Eric. J'ai parcouru toutes les routes accessibles à pied, répondit Jake. Quand j'ai vu la voiture de police à l'extérieur, j'ai espéré. Il fit une pause, semblant se ressaisir émotionnellement. Après avoir perdu Sarah, l'idée que quelque chose arrive à Lily est mon pire cauchemar. Tout ce que Jake disait avait du sens. Ses explications étaient logiques, son inquiétude semblait authentique, et sa connaissance de la psychologie de l'enfant était impressionnante. Pourtant, Émilie ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. « Monsieur Anderson, » dit-elle prudemment. « Serait-il possible de fixer une visite de suivi juste pour nous assurer que Lily s'adapte bien après votre déménagement ?» L'expression de Jake vacilla un instant, si brièvement qu'Émilie le manqua presque. Puis son sourire compréhensif revint. « Bien sûr, mais je pense que ce dont Lily a vraiment besoin, c'est de constance et de routine à la maison. Trop de nouveaux visages et de questions pourraient en fait augmenter son anxiété. » Il regarda sa fille. « N'est-ce pas, ma chérie ? Ne te sens-tu pas mieux quand il n'y a que toi et papa qui travaillez ensemble sur tes leçons ?» Lily hocha lentement la tête, mais Émilie saisit quelque chose dans les yeux de l'enfant, un éclair de ce qui ressemblait presque à un plaidoyer. « Viens, petite, » dit Jake, aidant Lily à glisser hors de la banquette. « Rentrons à la maison pour déjeuner. Tu dois avoir faim après ta grande aventure. » Alors qu'ils se préparaient à partir, Lily regarda par-dessus son épaule Émilie et Eric. Ses lèvres bougèrent silencieusement, formant des mots que seule Émilie put voir. « Aidez-moi. » Puis la main de Jake la guida vers la porte, et ils disparurent, laissant Émilie et Eric les regarder avec un sentiment croissant d'avoir commis une terrible erreur. Émilie ne put pas dormir cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Lily. Ce moment où la petite fille avait murmuré silencieusement « Aidez-moi » pendant que son père l'emmenait. Le lendemain matin, elle commença à faire des enquêtes discrètes. Le dossier de Jake Anderson était vierge, aucun casier judiciaire, aucun signalement antérieur au service de protection de l'enfance.
Il travaillait comme technicien en électronique, était membre de l'église communautaire Saint Marques, et les voisins le décrivaient comme un père célibataire dévoué. Il élève cette petite fille tout seul, dit Madame Patterson, une femme âgée qui vivait 3 maisons plus loin des Anderson. Quelle tragédie, perdre sa femme si jeune. Mais Jake s'est magnifiquement bien comporté, très dévoué à l'éducation et au développement moral de Lily. Est-ce que Lily joue avec d'autres enfants du quartier? Demanda Emily avec désinvolture. Madame Patterson secoua la tête. Oh non. Jake est très protecteur. Il lui fait l'école à la maison, vous savez. Il dit que les écoles publiques ne sont pas assez sûres de nos jours, et je ne peux pas lui en vouloir. Toutes ces histoires terribles qu'on entend. Emily remercia Madame Patterson et continua sa tournée. Chaque personne à qui elle parla raconta des histoires similaires. Jake était responsable, religieux, peut-être un peu trop protecteur. Mais c'était compréhensible étant donné ce qu'il avait traversé. Pendant ce temps, Eric menait sa propre enquête. Il passa plusieurs fois devant la maison des Anderson, remarquant son apparence soignée et sa cour bien entretenue. Les fenêtres avaient de lourds rideaux qui restaient tirés même pendant la journée. Lors de son 3e passage, il vit Jake dans le jardin lavant sa voiture. Eric se gara et s'approcha. Monsieur Anderson, agent Ramos d'hier. Je voulais juste vérifier comment va Lily. Jake leva les yeux avec le même sourire patient. Elle va beaucoup mieux, merci. Nous avons eu une bonne discussion sur le fait de s'éloigner, et elle comprend maintenant pourquoi cela a tant inquiété papa. Est-elle là? J'aimerais bien lui dire bonjour. Elle est à l'intérieur en train de travailler sur ses leçons. J'essaie de ne pas interrompre son temps d'étude. La structure est si importante pour les enfants, ne pensez-vous pas? Comme pour confirmer, Eric entendit un son de la maison, une voix d'enfant, très faible, appelant « Papa ». L'expression de Jake se tendit presque imperceptiblement. « Excusez-moi, agent. Lily a besoin de moi. » Il marcha rapidement vers la maison, laissant Eric debout près de la voiture. Alors que Jake ouvrait la porte d'entrée, Eric aperçut l'intérieur, sombre, ordonné et étrangement silencieux pour une maison avec une fillette de 6 ans. La porte se referma fermement derrière Jake, et Eric se retrouva avec plus de questions que de réponses. Ce soir-là, Emily et Eric se rencontrèrent dans un café pour comparer leurs notes. Tout le monde dit qu'il est le père de l'année, dit Emily, la frustration évidente dans sa voix. Mais quelque chose dans toute cette situation ne me semble pas juste. La façon dont Lily a agi quand il est arrivé. Eric acquiesça. Ce n'était pas du soulagement ou de la joie. C'était de la peur. Mais peur de quoi? Nous n'avons aucune preuve de méfaits. Pas de blessures, pas de témoins, pas de plainte concrète. Eric remua son café pensivement. Et si nous demandions une visite de contrôle du bien-être à domicile? Emily réfléchit. Nous pourrions essayer, mais Jake semble du genre à connaître ses droits. S'il refuse, alors au moins nous saurions avec certitude que quelque chose ne va pas. Le lendemain matin, Emily passa l'appel. Monsieur Anderson, ici Emily Foster des services de protection de l'enfance. J'aimerais fixer une brève visite pour voir comment Lily s'adapte à la maison. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Est-ce vraiment nécessaire? Demanda Jake. Lily va tellement bien depuis notre discussion. Je crains qu'une nouvelle perturbation ne retarde ses progrès. Ce ne serait qu'une courte visite. Une procédure standard après un incident comme celui d'hier. Une autre pause. Je suis désolé, mademoiselle Foster, mais je ne pense pas que ce serait dans l'intérêt de Lily pour le moment. Si vous estimez qu'une visite est légalement nécessaire, vous êtes libre de contacter mon avocat. La ligne se coupa. Emily regarda le téléphone. Jake Anderson venait de lui claquer la porte au nez poliment, légalement et efficacement, ce qui la rendit plus certaine que jamais que Lily Anderson était en grave difficulté. 3 jours plus tard, la persévérance d'Emily porta ses fruits d'une manière inattendue. Alors qu'elle faisait ses courses au marché local, elle aperçut Jake et Lily dans l'allée des céréales. La scène semblait parfaitement normale à distance, un père et sa fille faisant leurs achats hebdomadaires. Mais à mesure qu'Emily s'approchait, faisant semblant d'examiner des articles de petit déjeuner, elle commença à remarquer des détails troublants. Lily marchait exactement 2 pas derrière Jake, les mains jointes devant elle.
Elle ne touchait rien, ne demandait rien, ne regardait même pas les boîtes de céréales colorées qui auraient typiquement captivé n'importe quel enfant de 6 ans. « Lily, nous devons choisir tes céréales pour la semaine, dit Jake doucement. « Ce que vous croyez être le mieux, monsieur, répondit Lily, sa voix à peine plus qu'un murmure. Monsieur, le sang d'Émilie se glaça. Quel enfant de 6 ans appelait son père, monsieur? Jake choisit une boîte de céréales à l'avoine nature. Rien avec des personnages de dessins animés ou des couleurs vives. Celle-ci a une bonne nutrition et pas de sucre inutile, expliqua-t-il. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Émilie regarda avec fascination et horreur ce schéma se répéter dans tout le magasin. Jake prenait une décision, expliquait son raisonnement, et Lily répondait avec une gratitude mécanique. L'enfant n'exprimait jamais de préférence, ne montrait jamais d'enthousiasme, ne manifestait aucune de la spontanéité naturelle attendue d'une personne de son âge. Lorsqu'ils arrivèrent à la caisse, Jake s'écarta pour prendre un appel téléphonique. « Reste ici, Lily. Ne bouge pas. Ne touche à rien. »« Oui, monsieur. » C'était la chance d'Émilie. Elle s'approcha l'air décontracté, faisant semblant d'être surprise. « Lily, quelle bonne surprise de te revoir. » La petite fille leva les yeux, effarée, puis regarda nerveusement son père, qui était toujours au téléphone. « Salut, murmura Lily. « Est-ce que tu passes une bonne semaine ?» Lily hocha rapidement la tête. « Je suis très sage. Papa dit que j'apprends à mieux suivre les règles. »« C'est bien. Tu aimes faire les courses avec ton papa ?»« J'aime tout ce qui rend papa fier, » répondit Lily automatiquement, comme si elle récitait une réponse mémorisée. Émilie s'agenouilla à la hauteur des yeux de Lily. « Lily, te souviens-tu de ce dont nous avons parlé au restaurant? Sur le fait que tu peux toujours demander de l'aide si tu en as besoin. » Les yeux de Lily filèrent vers Jake. « Je n'ai pas besoin d'aide. Je dois être sage. Je dois suivre les règles. Les gentilles filles ne causent pas de problème. » Les mots jaillirent en un flot, comme un mantra qu'elle avait répété d'innombrables fois. « Mais si, Lily ?» La voix de Jake coupa leur conversation alors qu'il terminait son appel. Son ton était doux, mais il y avait de l'acier en dessous. « Qu'est-ce que papa a dit à propos de parler aux étrangers ? » « Que je devrais être poli mais ne pas avoir de conversation, » répondit rapidement Lily. « C'est exact. » Le sourire de Jake n'atteignit pas ses yeux lorsqu'il regarda Émilie. « J'espère que vous comprenez, mademoiselle Foster. Lily travaille très dur sur les limites sociales appropriées. » Émilie se leva lentement. « Bien sûr. Je disais juste bonjour. Viens, Lily. Nous avons d'autres courses à faire. » Alors qu'il s'éloignait, Émilie entendit la voix calme de Jake. « Que avons-nous appris de notre conversation au restaurant, ma chérie ? » « Que je n'aurais pas dû inquiéter les gentilles personnes avec mes pensées confuses, » répondit Lily. « C'est exact. Et que se passe-t-il quand nous partageons nos pensées confuses avec des étrangers ? Cela les inquiète inutilement, et cela me fait paraître ingrate pour tout ce que papa fait pour moi. » Émilie resta figée dans l'allée du supermarché, écoutant une enfant de 6 ans réciter ce qui ressemblait à une explication soigneusement élaborée pour expliquer pourquoi personne ne devrait la croire si elle demandait de l'aide à nouveau. Pour la première fois depuis qu'elle était devenue travailleuse sociale, Émilie se sentit véritablement effrayée pour la sécurité d'un enfant. La découverte suivante d'Émilie vint par les voies officielles. Lorsqu'elle demanda les relevés d'inscription scolaire de Lily, elle n'en trouva aucun. Jake Anderson faisait l'école à la maison à sa fille, ce qui était parfaitement légal en Ohio. Elle appela le bureau de l'instruction à domicile de l'État pour vérifier les documents. Tout était en ordre. Jake avait déposé tous les documents requis, soumis des plans éducatifs, et même inclus des calendriers de tests standardisés. Monsieur Anderson est l'un de nos parents les plus méticuleux en matière d'instruction à domicile, lui dit la greffière. Sa philosophie éducative est assez complète. Il croit au contrôle parental total sur l'environnement d'apprentissage d'un enfant. Contrôle total, la phrase résonna dans l'esprit d'Émilie. Elle décida de visiter l'église communautaire St. Marques où les Anderson étaient membres. Le pasteur Williams était un homme aimable d'une 60aine d'années qui parlait très bien du dévouement de Jake. Il est très impliqué dans l'éducation spirituelle de Lily, expliqua le pasteur Williams. Ils assistent à chaque service ensemble.
Lily est une enfant remarquablement bien élevée. Jamais elle ne dérange, toujours attentive. Interagit-elle avec d'autres enfants pendant les activités de l'église? Le pasteur Williams eut l'air pensif. Maintenant que vous le mentionnez, Jake préfère que Lily reste près de lui pendant le temps de fraternité. Il dit qu'elle s'adapte encore aux situations sociales après avoir perdu sa mère. Lily a-t-elle déjà semblé malheureuse, repliée sur elle-même? Oh, non. Bien au contraire. Elle est toujours très agréable, très obéissante. Parfois, je pense que les parents modernes pourraient apprendre de l'approche de Jake. Les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup trop gâtés, ne trouvez-vous pas? Emily quitta l'église se sentant plus frustrée que jamais. Jake avait créé une image parfaite de dévouement parental célibataire, complète avec une planification éducative, un engagement spirituel et le respect de la communauté. Cet après-midi-là, elle prit rendez-vous avec le docteur Margaret Chen, une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes et les problèmes de comportement. Ce que vous décrivez ressemble à de l'impuissance acquise, expliqua le docteur Chen après qu'Emily lui ait fait part de ses observations. Lorsque les enfants apprennent constamment que leurs propres pensées et sentiments sont faux ou invalides, ils peuvent développer un comportement extrêmement obéissant. Mais est-ce nécessairement nocif? Tous ceux qui les connaissent disent que Jake est un bon père. Le docteur Chen choisit ses mots avec soin. Les bonnes intentions n'équivalent pas toujours à des résultats sains. Si un enfant est systématiquement éduqué à considérer ses propres instincts et désirs comme faux, s'il n'est pas autorisé à développer une autonomie normale, cela peut créer de graves dommages psychologiques même sans préjudice physique. Que devrais-je rechercher? Une obéissance excessive, une incapacité à faire des choix adaptés à son âge, la peur d'exprimer ses préférences, des schémas comportementaux rigides, et surtout, l'enfant semble-t-il avoir un quelconque sens d'autonomie personnelle. Le sentiment que ses pensées et ses sentiments comptent? Emily pensa à Lily dans le supermarché, acquiesçant mécaniquement à tout ce que Jake disait, n'exprimant jamais une seule de ses propres préférences. Et si j'organisais une autre réunion, quelque chose que Jake ne pourrait pas facilement éviter? Le docteur Chen hocha la tête. Une évaluation développementale de routine pourrait fonctionner. Présentez-la comme une procédure standard pour les enfants scolarisés à domicile, mais soyez prudente. Si cet enfant est psychologiquement contrôlé, toute perturbation de ce système pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Ce soir-là, Emily rédigea une lettre à Jake Anderson demandant une évaluation développementale pour Lily dans le cadre de la surveillance de routine des enfants scolarisés à domicile. Elle l'envoya avec un sentiment d'appréhension, sachant que quelle que soit la réponse de Jake, elle en révélerait davantage sur la véritable nature de la situation de Lily. Le lendemain matin, son téléphone sonna à 7 heures. Mademoiselle Foster, ici Jake Anderson. J'ai reçu votre lettre, et je dois dire que je suis déçu. Après toutes nos interactions précédentes, je pensais que vous aviez compris que Lily s'épanouit dans la routine et la stabilité. Cette interférence constante commence à ressembler à du harcèlement. Sa voix était calme, raisonnable, mais Emily entendit autre chose en dessous, un avertissement. Monsieur Anderson, ce n'est qu'une procédure standard. Je vais discuter avec mon avocat de la question de savoir si ces contacts répétés constituent une conduite professionnelle appropriée. J'espère que vous comprenez que le bien-être de ma fille est ma seule priorité. La ligne se coupa, laissant Emily regarder le téléphone et réaliser que Jake Anderson était bien plus dangereux qu'elle ne l'avait cru au départ. La percée d'Eric vint d'une source inattendue, d'anciens dossiers de police qui avaient été numérisés dans le cadre d'un projet de modernisation du comté. En cherchant tout incident antérieur impliquant Jake Anderson, il tomba sur des rapports des années 1980 concernant Robert Anderson, le père de Jake. Les rapports dressaient un tableau troublant. Robert Anderson avait fait l'objet de plusieurs enquêtes pour des méthodes disciplinaires excessives avec son fils. Des voisins s'étaient plaints d'un enfant qui pleurait pendant des heures, de punitions étranges et d'isolement social. Mais dans les années 1980, les droits parentaux étaient perçus très différemment, et aucune accusation ne fut jamais déposée. Eric trouva un rapport particulièrement troublant d'une conseillère scolaire. L'élève Jacob Anderson, âgé de 7 ans, présente des comportements inhabituels, extrême obéissance, peur de faire des erreurs, et difficulté à exprimer ses préférences personnelles. Lorsqu'on l'interroge sur sa vie familiale, il se replie sur lui-même et répète des phrases qui semblent mémorisées. Recommande une enquête, mais les parents ont refusé toute intervention. Les notes de la conseillère auraient pu décrire Lily exactement.
Eric se rendit au bureau des archives de la ville et consulta les informations immobilières sur la maison familiale Anderson. La maison était dans la famille depuis des décennies. Jake l'avait héritée à la mort de son père il y a 5 ans, et il y était retourné avec Lily après la mort de sa femme. Sur un coup de tête, Eric décida de rendre visite à Madame Patterson, la voisine âgée qui avait parlé si positivement de Jake. Cette fois, il aborda la conversation différemment. « Je fais des recherches sur d'anciens incidents dans le quartier », expliqua-t-il. « Vous souvenez-vous de quelque chose d'inhabituel à propos de la famille Anderson quand Jake était jeune ?» L'expression de Madame Patterson s'assombrit. « Oh là là, c'était il y a si longtemps. Robert était un père très strict, je dirais ça. » Strict comment? Eh bien, on voyait rarement le petit Jake jouer dehors comme les autres enfants. Robert croyait à la discipline, à la structure. Certains voisins pensaient, elle fit une pause, l'air mal à l'aise. Que pensait-il? Certains pensaient que Robert était trop dur avec le garçon. On entendait Jake pleurer parfois. Des bruits terribles, mais Robert disait toujours qu'il rendait son fils fort, le préparait à un monde difficile. Émilie sentit des pièces d'un terrible puzzle s'emboîter. Quelqu'un est-il jamais intervenu? C'était une autre époque à l'époque, dit Madame Patterson tristement. Les gens se mêlaient davantage de leurs affaires. Et Robert, il était très convaincant quand il expliquait ses méthodes. Il disait qu'il protégeait Jake de devenir faible et gâté comme les autres enfants. Qu'est-il arrivé à Jake pendant ces années? C'était un enfant étrange, admit Madame Patterson avec réticence. Très calme, très obéissant, ne causait jamais de problème, mais il ne semblait jamais heureux non plus, comme s'il marchait toujours sur des œufs, craignant de faire une erreur. Après avoir quitté la maison de Madame Patterson, Eric appela Émilie immédiatement. « Je crois que je comprends ce qui se passe, dit-il. Jake n'est pas un monstre. Il répète exactement ce qu'on lui a fait. Il croit sincèrement qu'il protège Lily en contrôlant chaque aspect de sa vie. Cela ne le rend pas juste. Non. Mais cela explique pourquoi tout le monde le considère comme un bon père. Dans son esprit, il est probablement un bon père. Il fait ce que son père lui a appris, ce qu'il a survécu. » Émilie resta silencieuse un instant. Ce qui signifie qu'il ne s'arrêtera pas volontairement. Il ne pense pas qu'il fait quelque chose de mal. Et cela signifie que Lily vit la même enfance que Jake, isolée, contrôlée, et à qui l'on a appris que ses propres pensées et sentiments n'avaient pas d'importance. Nous avons besoin de preuves concrètes, dit Émilie finalement. Quelque chose qui ne peut pas être expliqué par le deuil ou une parentalité trop protectrice. Je crois que je sais comment l'obtenir, répondit Eric. Mais nous allons devoir être très, très prudents. Émilie eut enfin l'occasion de faire une visite à domicile officielle lorsque l'avocat de Jake lui conseilla que refuser pourrait susciter plus de soupçons que coopérer. La visite fut fixée pour un jeudi après-midi, avec l'avocat de Jake présent pour observer. La maison Anderson était une étude de la perfection. Chaque surface brillait. Chaque objet avait sa place désignée. Et pas une seule chose ne semblait désordonnée. Cela ressemblait plus à une exposition de musée qu'à une maison où vivait une enfant de 6 ans. « Bienvenue chez nous », dit Jake gracieusement, conduisant Émilie à travers la porte d'entrée. Lily est très excitée de vous montrer son environnement d'apprentissage. Lily se tenait dans le salon vêtue d'une robe repassée, ses cheveux soigneusement tressés, ses mains jointes derrière le dos. Elle ressemblait à un petit soldat attendant une inspection. « Bonjour, mademoiselle Foster », dit Lily clairement. « Souhaitez-vous que je vous démontre ma routine quotidienne ?» Les mots semblaient répétés, mais Émilie sourit chaleureusement. « J'aimerais beaucoup voir comment tu passes tes journées, Lily. » Ce qui suivit fut une présentation qui aurait impressionné n'importe quel inspecteur de l'éducation. Lily démontra ses compétences en lecture avec des livres avancés, montra ses capacités mathématiques avec des problèmes complexes et récita des faits historiques avec une précision parfaite. Mais Émilie remarqua des détails troublants. Lily demandait la permission avant de s'asseoir, avant de parler, avant de toucher quoi que ce soit. Elle effectuait ses démonstrations avec une précision mécanique, ne montrant jamais d'enthousiasme ni de curiosité pour aucun sujet. Lily a développé une excellente autodiscipline, expliqua fièrement Jake. Elle comprend que l'apprentissage exige de la concentration et le respect de la structure. Émilie regarda Lily compléter une feuille de travail sans faire une seule erreur, puis chercher immédiatement l'approbation de Jake avant de poser son crayon.
Très bien, Lily. Tu peux prendre une pause de 5 minutes. Merci, monsieur. Le cœur d'Émilie se serra. Ce n'était pas de l'éducation. C'était une performance, soigneusement chorégraphiée et rigidement contrôlée. Puis-je voir la chambre de Lily? Demanda Émilie. Le sourire de Jake vacilla un instant. Bien sûr. Lily, s'il te plaît, montre ta chambre à mademoiselle Foster. La chambre était aussi parfaitement organisée que tout le reste. Les vêtements de Lily étaient suspendus par ordre de taille. Ses quelques jouets étaient rangés en ligne nette, et son lit était fait avec une précision militaire. C'est ici que je dors et que je fais mon temps de réflexion, expliqua Lily. Temps de réflexion? Quand je fais des erreurs, je viens ici pour réfléchir à la façon de faire mieux la prochaine fois. Émilie s'agenouilla près du lit de Lily. À quelle fréquence as-tu du temps de réflexion? Lily jeta un coup d'œil nerveux vers l'entrée où Jake se tenait, l'observant. Chaque fois que je dois améliorer mon comportement. Et où exactement fais-tu cette réflexion? Dans mon endroit calme spécial. Peux-tu me montrer? Jake s'avança en douceur. L'endroit calme de Lily est très personnel pour elle. Elle préfère le garder privé, n'est-ce pas, ma chérie? Oui, monsieur. C'est mon endroit spécial pour apprendre à être meilleure. Émilie sentit la frustration monter. Chaque question menait à des réponses soigneusement construites. Chaque inquiétude était rencontrée par des explications raisonnables. Alors qu'il concluait la visite, Émilie fit une dernière demande. J'aimerais voir le sous-sol juste pour compléter mon évaluation. Cette fois, l'hésitation de Jake fut plus évidente. Le sous-sol sert principalement de rangement et d'atelier, pas vraiment pertinent pour les soins de Lily. Néanmoins, j'aimerais voir l'environnement complet où Lily vit. L'avocat de Jake lui murmura quelque chose à l'oreille. Après un instant, Jake hocha la tête à contre-cœur. Le sous-sol était propre et organisé comme tout le reste de la maison. Les outils étaient suspendus en rangée parfaite. Les boîtes de rangement étaient étiquetées et empilées avec précision. Mais dans un coin, Émilie remarqua quelque chose qui lui glaça le sang, un petit placard sans fenêtre avec une porte lourde et plusieurs serrures. « À quoi sert cette pièce ?» demanda-t-elle avec désinvolture. « Juste un rangement supplémentaire, » dit Jake rapidement. « Très poussiéreux là-bas. Nous le gardons fermé pour la sécurité de Lily. » Mais Émilie avait vu la réaction de Lily lorsqu'elle regarda vers le placard. L'enfant était devenu pâle, et ses mains avaient commencé à trembler. En remontant à l'étage, Émilie sut qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Ce placard n'était pas un rangement. C'était l'endroit calme de Lily, l'espace où une enfant de 6 ans était envoyée pour réfléchir à ses erreurs. Et Émilie commençait à comprendre que pour Lily Anderson, même la plus petite erreur pouvait entraîner des heures d'isolement dans cet espace sombre et confiné. La visite se termina par des politesses et des assurances. Mais Émilie quitta la maison des Anderson avec une boule au ventre et la certitude absolue qu'il lui restait peu de temps pour sauver Lily d'une enfance qui détruisait lentement son esprit. Le placard verrouillé hantait les pensées d'Émilie. Cette nuit-là, elle contacta de nouveau le docteur Chen, décrivant ce qu'elle avait vu. L'isolement comme punition peut être extrêmement préjudiciable aux enfants, expliqua le docteur Chen. Surtout l'isolement prolongé dans des espaces confinés. Cela peut causer de l'anxiété, de la dépression et des traumatismes psychologiques à long terme. Mais comment prouver que le placard est utilisé à cette fin? Il vous faudrait le témoignage de l'enfant elle-même. Et les enfants dans ces situations sont souvent trop effrayés ou conditionnés pour parler honnêtement. Émilie savait que le docteur Chen avait raison. Lily avait été soigneusement entraînée à présenter les méthodes de son père comme normales et bénéfiques. La faire admettre la vérité exigerait de gagner entièrement sa confiance. L'occasion se présenta plus tôt que prévu. Jake appela Émilie le lendemain matin. « Lily a posé des questions sur vous depuis votre visite, dit-il, son ton suggérant que ce n'était pas entièrement positif. Elle semble penser que vous pourriez avoir d'autres questions sur son éducation. Je me demandais si vous pourriez vous joindre à nous pour le déjeuner ce samedi. Peut-être que le fait de voir notre routine familiale normale aiderait à compléter votre évaluation. » Émilie accepta immédiatement, sentant que Jake essayait de démontrer son ouverture et sa coopération. Le samedi arriva, gris et pluvieux. Émilie trouva la maison Anderson aussi immaculée qu'auparavant,
avec en plus une table à manger parfaitement dressée et l'odeur de la soupe maison. Le déjeuner fut une expérience surréaliste. Lily mangea en silence absolu, sauf si des questions directes lui étaient posées, mâchait exactement 20 fois avant d'avaler et demandait la permission avant de boire de l'eau. Jake maintint une conversation joyeuse, discutant des progrès éducatifs de Lily et de leurs projets pour le week-end. Lily et moi sommes très proches, expliqua Jake alors qu'il finissait de manger. Après avoir perdu Sarah, nous avons appris à dépendre entièrement l'un de l'autre. Cela doit créer un lien spécial, répondit Emily prudemment. Oh, oui. Lily me dit tout, n'est-ce pas, ma chérie? Oui, monsieur. Papa dit que les secrets entre membres de la famille peuvent causer des problèmes. Après le déjeuner, Jake s'excusa pour prendre un appel professionnel, laissant Emily seule avec Lily pour la première fois depuis le restaurant. Lily, dit Emily doucement, te souviens-tu de ce que tu m'as dit au restaurant, à propos d'avoir peur? L'expression de Lily devint réservée. Papa m'a expliqué que c'était des pensées inquiètes, pas de vraies pensées. Mais si c'était de vraies pensées? Et si tu avais vraiment peur parfois? Lily jeta un coup d'œil vers la cuisine où la voix de Jake pouvait être entendue. Je ne suis plus censé avoir des pensées effrayées. Quand j'en ai, je dois aller dans mon endroit calme jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. Ton endroit calme au sous-sol? Lily hocha la tête, puis se ravisa. Ça m'aide à mieux réfléchir. Papa dit que réfléchir dans des endroits calmes rend plus fort. Combien de temps restes-tu dans ton endroit calme? Jusqu'à ce que je n'ai plus peur. Parfois, ça prend beaucoup de temps. Emily sentit son cœur s'emballer. Lily, ton endroit calme a-t-il des fenêtres? De la lumière? Les endroits calmes sont censés être sombres. C'est ce qui les fait fonctionner. Avant qu'Emily ne puisse poser d'autres questions, Jake revint de son appel. Mais elle en avait assez entendu. Lily était placée en isolement prolongé dans un espace sombre et confiné en guise de punition pour des émotions normales de l'enfance comme la peur ou la tristesse. Alors qu'Emily se préparait à partir, Lily l'accompagna jusqu'à la porte. À un moment où Jake se détourna, la petite fille attrapa la main d'Emily et murmura si doucement que seule Emily put l'entendre, « Parfois, j'oublie comment respirer là-dedans. » Ces mots frappèrent Emily comme un coup physique. Lily n'était pas seulement punie. Elle vivait de véritables crises de panique pendant son enfermement, et elle avait appris à les endurer seule dans l'obscurité parce qu'exprimer sa peur était interdit. Emily serra doucement la main de Lily et lui murmura en retour, « Je vais t'aider, d'accord ?» Pour la première fois depuis qu'Emily la connaissait, l'expression soigneusement contrôlée de Lily se fissura, et une seule larme roula sur sa joue. Puis Jake revint, remerciant Emily d'être venue, la raccompagnant à sa voiture, expliquant à quel point cette visite avait compté pour lui et pour Lily. Emily partit en sachant qu'elle avait enfin les preuves dont elle avait besoin, mais aussi en sachant que demander à Lily de répéter ces mots officiellement pourrait être la chose la plus difficile qu'elle n'aurait jamais à demander à un enfant. Armée de la confession murmurée de Lily, Emily savait qu'elle devait mieux comprendre les motivations de Jake avant d'agir. Elle arrangea une rencontre privée avec lui, la présentant comme une discussion de suivi sur les besoins développementaux de Lily. Ils se rencontrèrent dans un café tranquille du centre-ville. Jake arriva à l'heure, habillé de manière professionnelle, et portant un dossier contenant ce qui semblait être du matériel éducatif. J'ai apporté quelques exemples du travail de Lily, dit-il, s'installant dans la banquette en face d'Emily. Je pense que vous serez impressionné par ses progrès. Emily parcourut les papiers. Écriture parfaite, problèmes mathématiques complexes résolus correctement, réponse à des essais démontrant des compétences de raisonnement avancées. C'est un travail remarquable pour une enfant de 6 ans, dit Emily sincèrement. Le visage de Jake s'illumina de fierté. Elle est exceptionnelle, mais il faut du dévouement pour atteindre ce niveau d'excellence. La plupart des parents d'aujourd'hui sont trop permissifs, trop prêts à accepter la médiocrité. Parlez-moi de votre philosophie éducative. Jake se pencha en avant, ses yeux prenant une qualité presque fervente. Les enfants sont comme de l'argile. Ils peuvent être modelés en n'importe quoi, mais seulement avec une pression constante et des attentes claires. Mon père m'a appris que la faiblesse s'apprend, elle n'est pas héritée. Votre père? Il était en avance sur son temps, dit Jake doucement. Alors que d'autres parents gâtaient leurs enfants, il me préparait à la vraie vie, m'apprenant que les sentiments sont temporaires, mais que la force est permanente. Emily choisit ses mots avec soin.
Quel type de méthode d'enseignement utilisait-il? Structure, conséquences, limite claire entre le comportement acceptable et inacceptable. La voix de Jake prit une qualité lointaine, comme s'il récitait quelque chose qu'il avait mémorisé il y a longtemps. Il m'a montré que lorsque vous supprimez les distractions externes et que vous vous concentrez sur l'intérieur, vous pouvez surmonter toute faiblesse. Distractions externes? Lumière, bruit, confort? Toutes les choses qui empêchent une pensée claire. Il m'a appris que la solitude et le silence sont le lieu de la vraie croissance. Émilie se sentit mal. Jake décrivait son propre isolement d'enfant comme un cadeau plutôt que comme un traumatisme. Combien de temps duraient généralement ces sessions d'apprentissage? Aussi longtemps que nécessaire. Mon père disait que précipiter le processus ne faisait que renforcer la faiblesse. Certaines leçons prenaient des heures, d'autres des jours, mais j'en ressortais toujours plus fort. Émilie réalisa que Jake croyait sincèrement qu'il offrait à Lily le même cadeau que son père lui avait fait. Dans son esprit, il était un parent aimant et dévoué. Jake, dit-elle doucement, certaines personnes pourraient considérer l'isolement prolongé comme nuisible au développement d'un enfant. Son expression se durcit. Ces gens ne comprennent pas la vraie force. C'est la raison pour laquelle nous avons une génération d'enfants faibles et gâtés qui ne peuvent pas gérer l'adversité. Mais si l'isolement causait de la peur plutôt que de la force? La peur est le début de la sagesse, répondit immédiatement Jake. La peur des conséquences enseigne un meilleur comportement. La peur de la faiblesse motive la force. Mon père m'a appris que les enfants à l'aise deviennent des adultes faibles. Émilie vit le piège dans lequel Jake était pris. Il ne pouvait pas reconnaître que ses méthodes étaient néfastes sans admettre que son propre père l'avait blessé. Toute son identité était construite sur la conviction que sa souffrance l'avait rendu plus fort. Jake, ne craignez-vous jamais que Lily ne soit trop jeune pour des méthodes aussi intensives? Pour la première fois, une incertitude vacilla sur son visage. Parfois, elle semble plus fragile que moi à son âge, plus émotive, mais cela signifie simplement qu'elle a besoin de plus de conseils, de plus de structure. Et si ces émotions étaient normales pour un enfant de son âge? La mâchoire de Jake se serra. Normal ne suffit pas. Je ne la laisserai pas grandir faible et mal préparée comme les autres enfants. Je ne la décevrai pas comme les parents faibles déçoivent leurs enfants. La conversation se termina avec Jake ramassant ses papiers et partant brusquement. Mais Émilie avait appris ce qu'elle avait besoin de savoir. Jake n'était pas un monstre. C'était un homme traumatisé répétant le cycle qui avait façonné sa propre enfance. Il croyait sincèrement protéger sa fille de la faiblesse. Mais comprendre ses motivations ne changeait pas la réalité. Lily subissait le même dommage psychologique que Jake avait enduré. Et sans intervention, elle grandirait pour répéter le schéma avec ses propres enfants. Émilie savait que sauver Lily signifiait briser un cycle de traumatisme générationnel qui avait déjà coûté la vie à 2 personnes. La question était de savoir si elle pourrait le faire avant que cette petite fille brillante et douce ne disparaisse entièrement derrière le mur d'obéissance et de peur que Jake construisait autour d'elle. Ce soir-là, Émilie fit l'appel qu'elle redoutait. Elle contacta le docteur Rodriguez, la psychologue d'urgence pour enfants du comté, et demanda une évaluation immédiate de Lily Anderson. « J'ai besoin d'une évaluation professionnelle des dommages psychologiques potentiels », expliqua-t-elle. « Et j'ai besoin qu'elle soit documentée de manière à être recevable devant les tribunaux, car Émilie avait réalisé que la seule façon de sauver Lily était de la soustraire entièrement au contrôle de Jake. Et elle manquait de temps pour le faire légalement avant que Jake ne réalise ce qui se passait et ne disparaisse à jamais avec sa fille. » Le lendemain matin, Émilie reçut l'ordonnance du tribunal qu'elle avait demandée. Dans 72 heures, elle retournerait à la maison Anderson, cette fois avec l'autorité légale de retirer Lily si nécessaire. Elle espérait seulement qu'au moment venu, elle trouverait le courage d'aller jusqu'au bout, même en sachant qu'elle était sur le point de détruire la seule famille que Lily avait jamais connue. Le bureau du docteur Rodriguez était conçu pour mettre les enfants à l'aise. Des couleurs douces, des meubles confortables et des jouets naturellement dispersés dans la pièce. Émilie avait arrangé que l'examen médical de routine de Lily inclut une évaluation psychologique, quelque chose que Jake ne pouvait pas facilement refuser sans éveiller les soupçons. Lily était assise au bord d'une chaise d'enfant, le dos droit, les mains croisées sur ses genoux. Même dans cet environnement accueillant, elle maintenait la posture rigide qui était devenue sa norme. « Bonjour, Lily », dit chaleureusement le docteur Rodriguez. « Je suis le docteur Maria. J'aide les enfants à parler de leurs sentiments.
Aimerais-tu jouer avec des jouets pendant que nous discutons? Lily jeta un coup d'œil vers la porte où Jake attendait dans le couloir. Je devrais d'abord demander à papa. Ce n'est pas grave, ma chérie. Ton papa a dit que c'était bien que nous parlions et jouions comme tu le souhaites. Pendant les 30 premières minutes, le docteur Rodriguez engagea Lily dans des activités simples, dessiner, jouer avec des blocs, lire une histoire ensemble. Progressivement, Lily commença à se détendre légèrement, bien qu'elle continuât à surveiller la porte. Lily, peux-tu me parler de ta maison? Quelle est ta pièce préférée? Ma salle d'apprentissage, répondit automatiquement Lily. C'est là que je fais mes leçons avec papa. Et ta chambre? Aimes-tu y passer du temps? L'expression de Lily changea presque imperceptiblement. J'y dors, et j'y vais quand j'ai besoin de réfléchir. Le docteur Rodriguez tendit des crayons et du papier à Lily. Peux-tu me dessiner l'endroit où tu vas quand tu penses? Lily commença à dessiner avec soin, une petite silhouette entourée de murs sombres. Tandis qu'elle travaillait, le docteur Rodriguez posa des questions douces. Parle-moi du temps de réflexion, Lily. Quand j'ai des pensées confuses ou des sentiments de peur, je vais dans mon endroit spécial jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Où est ton endroit spécial? Au sous-sol. C'est très calme là-bas. Lily ajouta d'autres gribouillis sombres autour de la petite silhouette. Papa dit que les endroits calmes aident les pensées confuses à devenir des pensées claires. Le docteur Rodriguez regarda Lily dessiner ce qui ressemblait à une petite pièce sans fenêtre. Combien de temps restes-tu dans ton endroit spécial? Jusqu'à ce que les sentiments de peur s'arrêtent. La voix de Lily devint encore plus douce. Parfois, ils ne veulent pas s'arrêter. Que se passe-t-il quand ils ne s'arrêtent pas? Lily fit une pause dans son dessin, sa petite main tremblant légèrement. Alors je dois attendre plus longtemps. Papa dit qu'une attente patiente rend plus fort. Le docteur Rodriguez se pencha doucement en avant. Lily, quand tu attends dans ton endroit spécial, comment te sent ton corps? Parfois, murmura Lily si doucement que le docteur Rodriguez dut se forcer pour l'entendre. Parfois, ma poitrine se serre, comme s'il n'y avait pas assez d'air, et mon cœur bat très vite. Ça semble effrayant. Je ne suis pas censé avoir peur, dit Lily rapidement. Les sentiments de peur sont des sentiments confus. Mais si les sentiments de peur étaient juste des sentiments normaux que tout le monde a? Lily leva les yeux de son dessin, la confusion évidente dans ses yeux. Tout le monde a peur? Tout le monde a peur parfois, Lily, même les adultes. Un instant, quelque chose changea dans l'expression de Lily. Une fissure dans la façade soignée qu'elle avait été entraînée à maintenir. Parfois, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Parfois, j'oublie comment respirer dans l'endroit calme. Et je pense que peut-être que je pourrais disparaître. Les mots restèrent en suspens comme une confession fragile. Le docteur Rodriguez sentit son cœur se serrer à l'image de cette petite enfant seule dans l'obscurité, luttant contre des crises de panique qu'on lui avait appris à considérer comme des échecs personnels. Lily, ça a l'air très effrayant. As-tu parlé à ton papa de tes problèmes de respiration? J'ai essayé une fois, dit Lily, les larmes commençant à couler. Mais il a dit que cela signifiait que je n'essayais pas assez fort d'être courageuse. Alors maintenant, j'essaie juste de me souvenir comment respirer toute seule. Le docteur Rodriguez jeta un coup d'œil à Emily, qui observait depuis un coin de la pièce. Elles savaient toutes les deux qu'elles entendaient exactement ce qu'elles avaient soupçonné. Une enfant de 6 ans était soumise à un isolement prolongé qui lui causait une anxiété sévère et des crises de panique. Lily, que se passerait-il si tu parlais à quelqu'un d'autre de ta peur dans ton endroit calme? Papa dit, parler à d'autres personnes des leçons familiales les inquiète inutilement, et cela me fait paraître ingrate pour toutes les choses que papa fait pour me rendre forte. La formulation prudente révéla à quel point Lily avait été conditionnée à protéger les méthodes de Jake, même lorsqu'elles lui causaient une détresse réelle. Le docteur Rodriguez prit une décision. Lily, je veux que tu saches que tous les sentiments, même les sentiments de peur, sont normaux. Et quand les enfants ont peur ou ont du mal à respirer, il est important que les adultes les aident à se sentir en sécurité. Vraiment? Demanda Lily, l'espoir vacillant dans sa voix. Vraiment? Vraiment. Et parfois, quand les enfants ont du mal à respirer ou ont très peur, ils ont besoin d'un autre type d'aide que celle qu'ils reçoivent à la maison. Alors que la séance se terminait,
Lily avait dessiné une image qui deviendrait une preuve cruciale, une petite silhouette piégée dans une boîte sombre avec des larmes coulant de ses yeux et des lignes ondulées autour de sa poitrine, indiquant des difficultés respiratoires. Le docteur Rodriguez raccompagna Emily à sa voiture, les deux femmes profondément bouleversées par ce qu'elles avaient entendu. Cet enfant présente des réactions traumatiques, dit doucement le docteur Rodriguez. Crise de panique, claustrophobie, impuissance acquise. Nous avons maintenant suffisamment de preuves. Emily hocha la tête, bien que son cœur fût lourd. Demain, nous y retournons avec l'ordonnance du tribunal. Emily, vous faites la bonne chose. Cette petite fille se noie, et on lui a appris que se noyer était de sa faute. Cette nuit-là, Emily ne put dormir, sachant qu'en moins de 24 heures, elle devrait regarder Jake Anderson dans les yeux et lui retirer la fille qu'il croyait sincèrement protégée. Mais elle savait aussi que les mots murmurés de Lily, parfois, j'oublie comment respirer, la hantraient à jamais si elle n'agissait pas. Le matin arriva, gris et froid, reflétant l'humeur d'Emily alors qu'elle se rendait à la maison des Anderson avec Eric et deux autres agents en renfort. L'ordonnance du tribunal pesait lourd dans sa mallette, un document juridique qui allait changer 3 vies à jamais. Madame Patterson travaillait dans son jardin quand ils arrivèrent, et son visage pâlit en voyant les véhicules officiels. La nouvelle se répandrait rapidement dans le quartier que quelque chose de grave se passait chez les Anderson. Jake ouvrit la porte avec Lily à ses côtés, tous deux vêtus impeccablement comme toujours. Son sourire vacilla lorsqu'il vit le groupe de fonctionnaires sur son seuil. « Mademoiselle Foster, quelque chose ne va pas ?» Emily sentit sa poitrine se serrer en regardant Lily, qui se tenait parfaitement immobile à côté de son père, sentant la tension mais n'en comprenant pas la source. « Monsieur Anderson, j'ai une ordonnance du tribunal pour la garde protectrice d'urgence de Lily Anderson, » dit Emily, sa voix ferme malgré son cœur battant. Basée sur des preuves de préjudice psychologique. Les mots frappèrent Jake comme un coup physique. Son visage devint blanc, puis rouge, puis redevint blanc. Préjudice psychologique ? De quoi parlez-vous ? Je ne ferai jamais de mal à ma fille. Jake, s'il vous plaît, laissez-nous entrer pour que nous puissions discuter calmement. Non, c'est insensé. La voix de Jake monta pour la première fois depuis qu'Emily le connaissait. Lily, dis-leur. Dis-leur à quel point tu es heureuse, à quel point papa prend bien soin de toi. Lily regarda entre les adultes, la confusion et la peur évidente sur son petit visage. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ai-je des problèmes? Jake s'agenouilla et serra Lily dans ses bras, ses propres mains tremblant. Non, ma chérie. Ces gens sont confus. Ils pensent que papa te fait du mal, mais nous savons que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu ne me fais pas de mal, papa, dit doucement Lily. Mais Emily pouvait voir l'incertitude dans ses yeux. À ce moment-là, Madame Patterson apparut sur le trottoir, attirée par le tumulte. Quand elle vit Jake tenir Lily entourée de fonctionnaires, son visage se crispa de compréhension. « Oh, Jake, murmura-t-elle. Que as-tu fait à cette petite fille ?» La tête de Jake se redressa. « Madame Patterson, vous me connaissez. Vous savez que je suis un bon père. Dites-leur. » Mais Madame Patterson regardait Lily avec de nouveaux yeux, voyant non pas une enfant bien élevée, mais une enfant effrayée. « Je t'ai défendu, dit-elle tristement. Quand les gens posaient des questions, je leur disais que tu lui étais dévoué. Mais dévoué ne signifie pas, elle ne put finir la phrase, mais sa signification était claire. Jake se leva lentement, tenant toujours Lily. Je lui ai tout donné. Structure, éducation, orientation morale. Je l'ai protégé de devenir faible et gâté comme les autres enfants. En l'enfermant dans un placard au sous-sol? Demanda Eric doucement. Ce n'était pas, c'était de l'apprentissage. C'était pour la rendre forte. La voix de Jake se brisa. Mon père a fait de même pour moi, et cela m'a sauvé la vie. J'ai survécu grâce à ce qu'il m'a appris. Emily s'avança doucement. Jake, et si votre père avait tort? Et si survivre n'était pas la même chose que vivre? Un instant, la vision du monde soigneusement construite de Jake sembla vaciller. Il baissa les yeux vers Lily, qui s'accrochait à lui, mais regardait les adultes avec des yeux effrayés. Elle-même, murmura-t-il. Nous n'avons que l'un l'autre. Je sais que vous l'aimez, dit doucement Emily. Mais l'amour et la peur ne peuvent pas exister au même endroit, Jake.
Et Lily a très, très peur. Jake regarda sa fille, la regarda vraiment, et pour la première fois, sembla voir la tension dans son petit corps, la façon dont elle se tenait comme si elle était toujours prête à être punie. Je n'ai jamais voulu qu'elle ait peur, dit-il, la voix brisée. Je voulais qu'elle soit forte. Je sais, dit Emily. Mais elle n'est pas forte, Jake. Elle a peur, et elle a peur depuis très longtemps. La lutte sembla quitter Jake d'un coup. Il s'agenouilla et regarda Lily dans les yeux. Lily, as-tu peur de papa? Parfois. C'était la première fois que quelqu'un lui posait cette question en lui permettant de répondre honnêtement. Lily regarda le visage de son père, y vit quelque chose de différent. Non pas l'autorité contrôlée à laquelle elle était habituée, mais une véritable incertitude. Parfois, murmura-t-elle. Parfois dans l'endroit calme, j'ai vraiment très peur, et je ne sais pas comment faire pour que ça s'arrête. Le visage de Jake se froissa alors qu'il comprenait enfin ce que son enseignement avait réellement fait à sa fille. Je suis désolé, dit-il en s'étranglant. Oh, Lily, je suis tellement désolé. Je pensais que je te rendais forte comme papa est devenu fort. Mais je ne veux pas être forte comme ça, dit Lily avec une honnêteté déchirante. Je veux juste ne plus avoir peur. Emily s'approcha lentement et s'agenouilla à leur côté. Lily, nous allons t'aider à ne plus avoir peur. Mais cela signifie que tu dois venir avec nous un moment pour que nous puissions nous assurer que tu es en sécurité. Reverrai-je papa? Emily regarda Jake, dont le monde s'écroulait autour de lui. Ton papa doit apprendre de nouvelles façons de montrer son amour. Des façons qui ne te font pas peur. Et quand il aura appris ces façons, alors vous pourrez passer du temps ensemble à nouveau. Jake hocha la tête à travers ses larmes. Elle a raison, ma chérie. Papa doit apprendre à être un meilleur papa. Un papa qui ne fait pas peur à sa petite fille. Alors qu'Emily prenait doucement la main de Lily, Madame Patterson s'avança, les larmes aux yeux. Lily, ma chérie, je suis désolée de ne pas avoir aidé plus tôt. J'aurais dû voir. Lily regarda son père alors qu'Emily la conduisait vers la voiture. Papa, m'aimeras-tu toujours si je ne suis pas forte tout le temps? Je t'aimerai quoi qu'il arrive, dit Jake, sa voix se brisant complètement. Et je te promets que quand nous nous reverrons, il n'y aura plus d'endroit calme, plus de peur. En partant, Emily vit Jake s'effondrer sur son perron, confrontant enfin la vérité sur ce que son propre père lui avait fait et ce qu'il avait, sans le savoir, transmis à la fille qu'il aimait plus que tout. Claire Martinez, une douce infirmière pédiatrique, accueillit Lily dans son chaleureux appartement. Tout était différent ici. Des couleurs douces, des meubles confortables et la liberté d'être simplement une enfant. Salut, Lily, dit Claire doucement. Je suis Claire. Voudrais-tu voir ta chambre? Oui, madame. Merci, madame. Les premiers jours furent difficiles. Lily demandait la permission pour tout et sursautait au moindre bruit. Mais lentement, quelque chose de beau commença à se produire. Le troisième matin, Claire entendit un rire inhabituel venant du salon. Elle trouva Lily qui gloussait devant un dessin animé, la main devant la bouche, surprise. C'est bon de rire, ma chérie, dit Claire doucement. Le rire est merveilleux. Je suis désolée. J'étais trop bruyante. Tu n'étais pas trop bruyante. Tu étais parfaitement normale. Pendant ce temps, Jake entama son propre difficile cheminement. La thérapie ordonnée par le tribunal avec le docteur Hendricks le forçait à examiner son enfance pour la première fois. Comment vous sentiez-vous lorsque vous étiez isolé enfant? Demanda le docteur Hendricks. Le calme de Jake se fissura. J'étais terrifié, mais j'ai appris à contrôler la peur. Et si cela vous avait appris à survivre à la peur, mais jamais à vous sentir en sécurité? La question brisa quelque chose en Jake. Peut-être que les méthodes de son père n'avaient pas créé de la force. Peut-être avait-elle créé de la peur déguisée en force. Dans l'appartement de Claire, Lily fit une percée pendant sa thérapie avec le docteur Chen. Et si je te disais que c'est bon de ne pas aimer certaines choses? Demanda doucement le docteur Chen. Lily murmura, je n'aime pas l'obscurité. C'était la première préférence qu'elle avait exprimée depuis des années. C'est parfaitement normal, Lily. Vraiment? Je ne suis pas méchante de ne pas aimer ça? Pas du tout.
Chaque petite admission aida Lily à redécouvrir sa propre voix, son propre droit d'avoir des sentiments et des opinions. Un mois plus tard, Jake eut sa propre révélation lorsque le docteur Hendrix lui demanda d'imaginer Lily adulte. « Je veux qu'elle soit confiante, dit-il. Indépendante. À quel point sera-t-elle confiante si elle grandit en croyant que ses sentiments n'ont pas d'importance ?» Jake se tut. Finalement, il murmura, « Elle sera exactement comme moi, effrayée de se faire confiance, effrayée d'être heureuse. » Pour la première fois, Jake pleura non seulement ce qu'il avait fait à Lily, mais aussi ce qui lui avait été fait. Père et fille guérissaient séparément, apprenant ce à quoi ressemblait réellement l'amour saint. 3 mois plus tard, Jake et Lily montraient des progrès remarquables. Lily s'épanouissait sous la garde de Claire. Elle choisissait ses propres vêtements, exprimait ses préférences alimentaires et contredisait même les adultes quand quelque chose lui semblait injuste. « Claire, je veux porter la robe rouge aujourd'hui », annonça Lily un matin. « Ça me rend heureuse. » Claire sourit, se souvenant du temps où Lily ne savait pas qu'elle avait le droit d'être heureuse. En thérapie, Lily a appris à classer les situations en catégories « acceptables » et « non acceptables ». Si quelqu'un met un enfant dans un endroit sombre quand il a peur, est-ce acceptable ? Demanda le docteur Chen. Pas acceptable, dit Lily fermement. Les enfants effrayés ont besoin d'aide, pas d'endroits sombres. Pendant ce temps, Jake travaillait intensivement avec le docteur Hendrix, apprenant à séparer l'amour du contrôle. « Je veux voir Lily, dit-il lors d'une séance. Elle me manque terriblement. Le fait qu'elle vous manque et que vous soyez prêt à être un parent en toute sécurité sont deux choses différentes. Qu'avez-vous appris sur l'expression de l'amour sans contrôle ? L'amour, c'est vouloir que quelqu'un soit heureux et l'aider à se sentir en sécurité. Le contrôle, c'est faire des choses à quelqu'un à votre façon parce que vous avez peur. Que faisiez-vous avec Lily ? Le contrôle, admit Jake douloureusement. Je lui ai fait peur au lieu de la rendre forte. La percée se produisit lors de leur première visite supervisée en 3 mois. Quand Lily entra, Jake reconnut à peine sa fille. Elle le regarda directement, présente d'une manière qu'elle n'avait jamais été. « Salut, papa, dit-elle doucement. « Salut, ma chérie. Tu as l'air heureuse. »« Je suis heureuse parfois maintenant. » Claire dit que c'est normal. « Lily, y a-t-il quelque chose que tu veux demander à papa ?» incita doucement le docteur Hendrix. « Tu ne me mettras plus jamais dans la boîte silencieuse, n'est-ce pas ? Parce que ça m'a fait très peur. Et les sentiments de peur sont normaux. » Jake regarda sa fille et vit non pas une obéissance parfaite, mais la petite fille courageuse qui avait demandé de l'aide. « Plus jamais, promit-il les larmes aux yeux. Je n'ai pas compris. Je te faisais du mal. Je pensais te rendre forte, mais je te faisais peur. C'était mal. Apprends-tu à être un papa qui ne fait pas peur aux enfants ? J'essaie très fort chaque jour. » Lily sourit. Non pas le sourire prudent d'avant, mais un vrai qui atteignit ses yeux. « J'aimerais ça. Je t'aime, papa, mais je ne veux plus avoir peur. » 6 mois après ce matin au Miller dîner, Emily était assise dans la salle de conférence du tribunal de la famille, assistant à un miracle. La même pièce où ce difficile voyage avait commencé contenait maintenant la promesse d'un nouveau chapitre magnifique. Jake Anderson avait l'air complètement différent, ses épaules détendues, ses yeux clairs et sereins. Quand Lily entra dans la pièce, elle ne marcha pas des pas prudents et mesurés dont Emily se souvenait. Au lieu de cela, elle courut directement vers son père avec la joie pure d'une enfant qui se sentait vraiment en sécurité. « Papa, je t'ai fait un dessin. »« Laisse-moi voir, ma chérie, » dit Jake, s'agenouillant à sa hauteur. Quelque chose qu'il avait appris à faire naturellement au cours des derniers mois. Lily déplia fièrement un dessin coloré de 2 silhouettes souriantes debout sous un soleil éclatant devant une maison aux immenses fenêtres. Des fleurs s'épanouissaient partout, des oiseaux volaient au-dessus, et les 2 silhouettes avaient les bras grands ouverts comme pour embrasser le monde entier. « C'est nous dans notre nouvelle maison, » expliqua-t-elle avec enthousiasme. « Celle avec les grandes fenêtres et pas de sous-sol. Et regarde, j'ai dessiné des fleurs joyeuses partout parce que Claire m'a appris qu'on peut planter des choses juste parce qu'elles sont jolies, pas parce qu'elles doivent faire un travail. » Jake examina le dessin avec un réel émerveillement. 6 mois auparavant, l'œuvre d'art de Lily avait été précise, contrôlée, incolore. Cette explosion de joie et d'imagination lui montrait à quel point sa fille avait grandi. « Parle-moi de ces oiseaux, Lily. »
Ce sont des oiseaux de la liberté, dit-elle d'un ton terre à accent grave terre. Ils volent où ils veulent, et personne ne leur dit qu'ils ne peuvent pas chanter trop fort. Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux. Même les métaphores de Lily avaient évolué de la peur à la liberté. Le docteur Hendricks s'adressa à l'équipe de réunification avec une satisfaction évidente. Jake a démontré une croissance remarquable et constante sur 6 mois. Il a appris à reconnaître ses déclencheurs émotionnels, développé des stratégies d'adaptation saines, et surtout, il a intériorisé la différence cruciale entre protection et contrôle. Sa compréhension de la parentalité appropriée a été complètement transformée, ajouta le docteur Chen. Et Lily est absolument florissante. Elle a développé une indépendance adaptée à son âge, exprime clairement ses besoins, et a appris à faire entièrement confiance à ses propres sentiments. Les cauchemars ont cessé. Son anxiété a considérablement diminué, et elle montre des comportements d'enfant normaux dans tous les domaines. Eric, qui était resté impliqué tout au long du processus, prit la parole. Je n'ai jamais vu un cas où à la fois le parent et l'enfant ont montré un changement positif aussi profond. Cela me donne de l'espoir pour d'autres familles confrontées à des défis similaires. Le moment vers lequel tout le monde avait travaillé arriva enfin, la recommandation unanime pour une réunification complète avec une thérapie familiale continue et une réduction progressive de la supervision. Alors qu'ils se préparaient à quitter le bâtiment ensemble, Lily s'arrêta devant la grande fenêtre qui donnait sur le parking. Émilie se rappela la première fois qu'elle avait vu Lily à une fenêtre, effrayée, piégée, demandant à un étranger d'arrêter son papa. « Regarde, papa, » dit Lily, montrant leur reflet dans la vitre. « Je n'ai plus peur, et toi ?» Jake s'agenouilla à ses côtés, voyant leurs deux reflets. Un père et une fille qui avaient traversé la vallée la plus sombre et en étaient sortis à la lumière du soleil. « Tu sais ce que je vois quand je nous regarde ?» demanda Jake doucement. « Quoi ? » Je vois une petite fille courageuse qui s'est sauvée elle-même et son papa en étant assez forte pour demander de l'aide quand elle en avait besoin. Lily pencha pensivement la tête. « Et qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes maintenant ?» C'était une question qui aurait terrifié Jake il y a 6 mois. Tout examen de lui-même avait été trop douloureux. Maintenant, il répondit avec une honnêteté tranquille. « Je vois un papa qui a encore beaucoup à apprendre chaque jour, mais qui aime suffisamment sa petite fille pour continuer à apprendre, aussi difficile que cela puisse être. J'aime aussi apprendre de nouvelles choses, dit Lily joyeusement. Claire dit que c'est ça, grandir, apprendre de nouvelles choses sur soi et sur le monde. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture, Émilie remarqua quelque chose de magnifique. Ils marchaient côte à côte. Lily sautant parfois en avant, parfois traînant pour examiner quelque chose d'intéressant, mais toujours au rythme naturel d'un enfant en sécurité avec un parent de confiance. Lorsqu'ils atteignirent le passage piéton, Jake prit naturellement la main de Lily, non pas pour la contrôler, mais simplement pour la garder en sécurité dans la circulation. « Mademoiselle Émilie » appela soudain Lily, revenant pour une dernière conversation. « Je veux vous dire quelque chose d'important. »« Qu'y a-t-il, ma chérie ? » ?»« Merci d'avoir écouté quand j'ai demandé de l'aide ce jour-là. Et merci d'avoir aidé papa à apprendre à m'aimer de la bonne manière, de la manière qui me rend sûre et heureuse au lieu d'avoir peur. » Émilie s'agenouilla et serra dans ses bras cette remarquable petite fille qui avait trouvé le courage de se sauver et, ce faisant, avait aussi sauvé son père. « De rien, Lily. Mais tu as fait le plus dur. Tu as trouvé ta voie. Tu n'as jamais abandonné l'espoir. Et tu nous as tous appris à quoi ressemble le vrai courage. » « Qu'est-ce que le vrai courage ? » demanda Lily curieusement. « Le vrai courage, c'est demander de l'aide quand on en a besoin, même quand on a peur. Le vrai courage, c'est dire la vérité même quand c'est difficile. Et le vrai courage, c'est croire que tu mérites d'être heureuse et en sécurité. » Jake s'approcha et ajouta doucement, « Et le vrai courage, c'est admettre quand on a tort et travailler chaque jour pour faire mieux. » Alors qu'Émilie regardait Jake et Lily partir vers leur nouvelle vie, une vie construite sur la confiance au lieu de la peur, l'ouverture au lieu du secret, et l'amour sain au lieu du contrôle. Elle pensa à la transformation dont elle avait été témoin. Leur nouvelle maison se trouvait dans une rue calme bordée de chênes. Elle avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer une lumière abondante, un plan ouvert qui encourageait la connexion, et pas de sous-sol du tout. Jake l'avait choisi spécifiquement parce qu'il voulait que Lily ressente la liberté de bouger, de jouer, d'exister simplement sans peur. 6 mois plus tard, Émilie reçut un colis par la poste.
À l'intérieur se trouvait une photo montrant Jake et Lily dans un parc de quartier. Lily volait sur une balançoire, son visage rayonnant de rire, tandis que Jake se tenait à proximité avec la posture détendue d'un parent qui faisait confiance à son enfant pour explorer le monde en toute sécurité. Mais c'était la note au dos, écrite de la main de plus en plus assurée de Lily, qui fit s'envoler le cœur d'Emily. Nous apprenons tous les deux à être heureux chaque jour. Merci de nous avoir aidés à retrouver notre chemin l'un vers l'autre. Avec amour, Lily et papa. Emily plaça soigneusement la photo sur son bureau où elle lui rappellerait chaque jour que même les familles les plus brisées peuvent guérir lorsqu'il y a un amour sincère, un soutien professionnel et le courage de changer. L'histoire qui avait commencé par une enfant terrifiée demandant de l'aide était devenue une histoire d'espoir. Une preuve vivante qu'avec de la détermination, de la compassion et une intervention appropriée, les familles peuvent apprendre à s'aimer en toute sécurité et à construire de nouvelles fondations de confiance. Et au Miller S. Dîner dans l'Ohio, Maggie raconte toujours aux clients ce matin inoubliable où une petite fille courageuse a rappelé à tous que parfois, la chose la plus importante qu'un adulte puisse faire est simplement d'écouter quand un enfant trouve le courage de dire sa vérité. Parfois, la guérison nécessite de briser ce qui est cassé avant de reconstruire quelque chose de beau et de fort.